Eh bien, nous allons donc passer à la dernière conférence de cette incroyable journée, de cette 10e édition du NWX Festival. Il est expert reconnu en intelligence artificielle. Il combine l'ingénierie et les sciences humaines pour vous proposer une triple lecture technologique, entrepreneuriale et philosophique de ce phénomène de l'intelligence artificielle. Thomas Solignac est cofondateur de Cairo AI et Golem AI. Aujourd'hui, il vous propose de prendre de la hauteur. Il vous propose une vision. L'IA, peut-on prédire les bouleversements à venir? La conférence de Thomas Solignac vous est proposée par notre partenaire Orange. Et j'invite Thomas Moritel pour le mot d'introduction. Oui, vous m'entendez, c'est formidable. Bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être parmi vous et ravi, en tant qu'Orange, et très fier d'être partenaire du festival NWX dans sa 10e année maintenant. Alors, Orange est normand. On a 1800 hommes et femmes qui œuvrent au quotidien pour accompagner les entreprises et les collectivités du territoire dans leurs défis et dans leur transformation digitale, en se basant sur un asset important au vu des conférences que j'ai entendues dernièrement, qui est un data center qui a été éco-conçu, qui est green, dans l'objectif de mesurer, d'être sobre énergétiquement dans les solutions qu'on va proposer. Il est basé à Val-de-Reuil. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ce que je voulais partager avec vous, c'était quelques retours d'expérience en tant qu'entreprise du CAC 40, entreprise française, sur ce qu'on a mis en place. Déjà, on a essayé de poser un cadre par rapport à l'intelligence artificielle. La mise en place d'une gouvernance autour de la data qui a été créée il y a 4 ans maintenant, avec un conseil d'éthique et d'intelligence artificielle composé de personnalités extérieures au groupe Orange. Et ce, de manière à ce que toute initiative du groupe autour de l'intelligence artificielle soit faite en miroir et en respect de nos valeurs les plus profondes et de notre raison d'être. Terminologie employée par Laura Lange tout à l'heure. Notre raison d'être, c'est d'être l'acteur de confiance qui donne à tout à chacun les clés d'un monde numérique responsable. On a lancé un programme data il y a 3 ans, voilà, donc avec des réalisations très concrètes et d'autres travaux qui sont en cours. Et la première réalisation très concrète que je voulais partager avec vous, ça concerne nos salariés. Une fois qu'on a mis en place cette gouvernance, c'est éviter que les salariés d'Orange utilisent des outils du grand public et qu'une fuite des données de l'entreprise soit opérée. Alors comment on a fait? C'est très simple. On a mis en place un outil interne complètement hermétique, basé sur le cloud souverain d'Orange, qui cloisonne complètement ces données et qui permet aux salariés d'Orange, une fois qu'ils ont signé une charte d'utilisation, d'utiliser différents types de moteurs LLM les plus adaptés à leur usage. On leur indique à chaque fois la consommation énergétique de leur requête. Et ils ne peuvent pas utiliser l'outil tout le temps, tout le mois, puisqu'ils ont un système de godets, de gigaoctets, un peu comme on retrouve sur les forfaits mobiles. Ne pas dépasser cette consommation, c'est très important pour nous. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constaté le succès. 40 000 salariés d'Orange utilisent cet outil qui s'appelle Dinutu. Fin d'année, ce sera 70 000 personnes. La totalité des salariés d'Orange qui utiliseront régulièrement cet outil. Une fois qu'on a sensibilisé, qu'on a formé nos salariés, eh ben, on a essayé de chercher nos directions métiers dans lesquelles il pouvait y avoir le plus de valeur. Qu'est-ce que l'IA peut apporter comme valeur par rapport à nos enjeux business? On a défini 4 directions métiers. Première, c'est la relation client. On parlait tout à l'heure de travailleurs augmentés. Alors peut-être que nos conseillers au quotidien seront des conseillers augmentés. Oui, l'IA peut apporter des outils pour répondre aux sollicitations, peut-être de vous, quand vous appellerez nos services. Deuxième direction métier, c'est le marketing. Là, l'IA.
va permettre de synthétiser les appels d'offres parfois complexes qu'on reçoit pour nos commerciaux et leur prescrire les solutions qu'Orange est à même de proposer. Troisième direction métier très impactée, c'est l'intervention. Nos techniciens qui sont sur le terrain, qui sont là pour vous raccorder à la fibre, vous dépanner, leur donner des solutions en temps réel pour résoudre des problématiques qu'ils peuvent rencontrer et ainsi raccourcir ces process de raccordement. Quatrième point, c'est les réseaux, le cœur de notre métier. Par rapport aux aléas climatiques qu'on subit tous, et notamment en Normandie, c'est tellement dommageable sur nos réseaux. L'IA peut être un moyen de prédire ces aléas climatiques et quelque part de définir des zones sensibles sur lesquelles on peut dépêcher des équipes en termes de ressources et faire de la maintenance préventive. Vous voyez, on a quelques expériences, quelques retours à vous faire. On est l'une des entreprises les plus avancées sur l'intelligence artificielle dans le secteur des télécommunications. Cette expérience, on la met à la disposition maintenant des entreprises, de nos clients, des entreprises clientes, des collectivités territoriales, dans une notion de cloud souverain, sécurisation de la donnée, d'IA frugale, moins de consommation énergétique. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Thomas Solignac, qui va intervenir en tant qu'entrepreneur, expert en intelligence artificielle, pour vous parler des bouleversements à venir autour de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Pour cette conférence, je vous demande d'être au taquet, car vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Je serai ici avec le micro. Faites des signes, je viendrai vous passer le micro. Vous pourrez les poser directement à Thomas. Applaudissements pour Thomas Solignac. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle. Alors je sais qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Préparez-vous, ça va se passer très rapidement, en un claquement de doigts. On va parler de choses assez concrètes, on va parler un peu de business, on va parler de comment le monde se transforme. On sait que les choses bougent, les choses bougent très vite. C'est difficile de suivre. D'ailleurs, même les experts vous le diront, ou justement ne vous le diront pas, mais c'est très difficile de suivre, même quand c'est notre métier. Alors comment on fait pour suivre? Comment on fait pour savoir ce qui va se passer? Vous avez peut-être de l'argent placé quelque part en bourse, vous avez peut-être une entreprise, un métier, vous posez la question, mais de quoi sera fait demain? Comment je peux investir dans l'avenir? Comment je peux investir dans un domaine? Comment je peux investir dans un métier, dans des compétences, dans des entreprises, que ce soit financièrement ou temporellement, si je ne sais pas de quoi le monde de demain sera fait? La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut un peu prédire. Il y a des choses quand même qui fonctionnent. Et ce que je vous livre là, c'est le croisement de 15 ans d'analyse des métiers, des marchés, de la technologie, pour vous aider à vous projeter et à dire « Ok, l'important pour demain, c'est ça ». Et vous avez tous des spécialités qui sont vos domaines spécifiques, des verticales métiers, des verticales d'industrie que vous connaissez mieux que personne. Et vous allez pouvoir, au croisement de votre métier et de l'IA, trouver la richesse de demain, des opportunités, des cas d'usage, des réorganisations complètes de l'industrie. Ça peut vous paraître loin, ça peut vous paraître un peu abstrait, pourtant c'est là, à 3, 5, 10 ans maximum. Et en fait, vous avez les capacités, tous, chacun, de savoir vous projeter là-dessus. Je vais vous donner juste le tout petit coup de main qui vous manque pour savoir par où aller. Alors, avant ça, je me présente à vous en 2 mots. Vous sachez depuis quel perchoir est-ce que je vous parle, qui est cet excité sur la scène, d'où il vient. En 2 mots, moi, je viens de la programmation. Je suis programmeur de formation et j'ai une double formation en philo. Alors, c'est une bonne idée de mélanger les sciences humaines et la tech. Je ne saurais que trop vous le conseiller, mais je pense qu'après cette journée, vous êtes à peu près convaincus du fait que la philo, c'est une bonne idée. Je pense qu'on en est tous là. Après ça, j'ai monté ma première boîte sur le traitement du langage pour la relation client. Donc évidemment, la relation avec Orange est on ne peut plus évidente. Merci encore Thomas pour l'introduction. Et j'ai enseigné pendant 10 ans. Je me suis dit, tiens, comment on fait pour expliquer l'IA aux jeunes étudiants en disant, ben voilà, il faut monter dans le créneau. Et ce n'est pas juste des programmeurs, c'est aussi des étudiants en art, en design, en école de commerce. Je fais Sciences Po, par exemple, aussi. On pourrait croire que c'est un peu plus loin. Non, ce sont des sujets imminents, extrêmement importants. Et plus récemment, j'ai créé une société de consulting qui a un objectif. C'est d'aider le territoire français à passer dans le monde de l'IA vite et bien. Et donc, on travaille principalement avec les PME et les ETI. En fait, tous ces métiers qu'on appelle parfois traditionnels, non technologiques, industriels, qui sont en fait la France, quoi. C'est notre monde réel, concret. C'est ce qui fait que la France tourne avec tous ces métiers locaux qu'on entend parfois moins parler, qui sont moins démarchés ou qui sont moins visibles, mais
c'est la France, quoi. Voilà. Et ces industries-là, elles sont moins adressées, elles sont parfois un peu moins tendanciellement technologiques, mais ce n'est pas grave du tout parce qu'en fait, c'est une mine d'or. Et Cairo.ai, on a un objectif, on les aide en fait, tout simplement à passer dans le monde de l'IA. Je conseille pas mal de startups aussi. J'ai une obsession. Comment on fait pour monter un projet avec le moins de risques et d'investissement possible? C'est-à-dire comment on fait pour, en gros, passer de 0 à 1, quoi, sans argent, avec assez peu de temps? Comment on fait pour monter des projets ambitieux avec des technologies, avec de l'IA, avec tout ce qui est à disposition? Donc je conseille pas mal de startups là-dessus, notamment dans le domaine de la santé. Et enfin, je fais beaucoup de conférences. Voilà, j'en fais en moyenne un peu plus de 50 par an, 2-3 passages radio et un livre que vous retrouverez à la sortie. Alors, ce que je fais chez Cairo.ai, c'est assez simple. On a 3 grandes mécaniques par lesquelles on accompagne les boîtes avec lesquelles on bosse. Vous allez voir, c'est intéressant parce que derrière un monde de l'IA qui peut paraître un peu mystique, un peu opaque, en fait, il y a un savoir-faire de la mise en place de projets IA, de solutions IA dans les entreprises pour les aider à mettre tout ça en place. On identifie les opportunités. Qu'est-ce qui peut se faire en fait? Vous êtes en train d'aller dans telle direction, vous voulez aller à l'international? Super. Vous voulez avoir des équipes pour qui le quotidien doit être moins pénible? Excellent. Vous voulez un meilleur EBITDA? Pas de souci. On part de là. On part des enjeux profonds et très concrets de l'entreprise. Et de là, on va identifier toutes les possibilités. Ensuite, on va prioriser, choisir, et on va développer à partir de là. Alors la bonne nouvelle, vous allez le voir, c'est que dans l'IA, on ne fait pas que coder. Une entreprise qui aujourd'hui développe de l'IA, met en place de l'IA, ce n'est pas une entreprise forcément qui fait de la recherche ou qui fait de l'innovation complexe ou qui va analyser de la data. C'est aussi tout simplement le fait parfois de trouver les bonnes solutions, se tenir au courant, trouver les bons partenaires. Et donc ce n'est pas tant une question de recherche fondamentale qu'une question d'écosystème. Alors, d'où ces 2 questions extrêmement intéressantes. Quel est l'impact de l'IA sur mon industrie? Et peut-on prédire ces bouleversements? Vous allez voir, on peut le faire un petit peu et c'est même très intéressant. Alors, pour savoir faire ça, pour faire ce petit chemin ensemble, il faut revenir un petit peu sur ce qu'on appelle l'innovation. Ça tombe bien, l'innovation a des catégories. L'innovation, c'est un truc qui a été étudié et donc on peut ensemble parcourir son contenu, sa mécanique, sa profondeur. Il y en a 3 sortes qu'on va explorer, dont les 2 dernières, 1.1.1, ça marche très bien PowerPoint, sont des innovations dites de rupture, ce qu'on appelle aussi de la disruption. Alors, la première catégorie, qu'on appelle l'innovation incrémentale, c'est une innovation qui nous intéresse peut-être un peu moins, mais qui est quand même déjà extraordinaire. C'est, par exemple, on passe de l'iPhone 15 à l'iPhone 16. Il est un peu plus grand, la batterie tient plus longtemps éventuellement, il est un peu plus puissant, il y a un tel machin en plus, etc. OK, innovation incrémentale. C'est toujours le même public, c'est toujours la même stratégie, mais c'est un peu mieux et c'est chouette. Ça justifie une génération suivante. On est très content. Éventuellement, on va gagner quelques points de performance, on est content. Ça, c'est notre base. Mais il y a 2 formes d'innovation qui, vous allez voir, viennent tout casser, viennent tout changer. La première, c'est ce qu'on appelle l'innovation low-end. Ça veut dire qu'en fait, très souvent, quand on apporte de l'innovation, on croit que c'est mieux. Il y a une grande partie des acteurs de l'innovation aujourd'hui qui cassent le marché parce qu'en fait, ils répondent à un besoin par le bas, par des solutions plus simples. Et en faisant ça, ils cassent tout le marché. Et vous allez voir que l'IA, c'est son cas. Alors, je vous donne un exemple que vous voyez sur ces images, c'est le marché de l'acier. Alors, j'aime bien vous sortir un petit peu du monde du digital où tout paraît à la fois évident et un peu lointain. Prenons le monde de l'acier. Le monde de l'acier a lui-même été à un moment donné disrupté lourdement. Alors, pour une raison très simple, produire de l'acier, c'est extrêmement cher. C'est quelque chose qui se fait dans des énormes chaudrons gigantesques. Ça coûte extrêmement cher, de l'acier de bonne qualité. À un moment donné, il y a un acteur disrupteur qui arrive et qui dit « Nous, on arrive à faire de l'acier dans des petits chaudrons. Mais l'acier est un peu de mauvaise qualité. Pas de bol. » À votre avis, que font les acteurs historiques, ceux qui sont installés, quand ils voient arriver ce nouvel acteur qui fait de l'acier de moins bonne qualité, moins cher? Qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Ils rachètent? C'est une possibilité. Une autre option? Ils font rien. Autre option? Ils copient, c'est une autre option. OK? Alors, ce qu'ils font est assez intéressant. À ce moment-là, il faut imaginer le COMEX, le comité de direction, etc. Et ils ont cette phrase extrêmement intéressante. Vous l'avez peut-être déjà entendue. Nous, c'est la qualité. Donc, ça ne nous concerne pas.
Jamais nous on sera concernés par l'IA parce qu'on fait de la qualité. Tout va bien. Et donc il se passe la mise en équation typique de la disruption habituelle par le bas, qui est que ce nouvel acteur commence à vendre de l'acier de mauvaise qualité, ce qu'on appelle les rebars, qui sont en gros les barres qu'on met dans le béton des bâtiments. C'est pas grave si c'est un peu moche, un peu machin, on s'en fout. Et du coup, il commence à manger le marché. Qu'est-ce que disent les acteurs historiques? On s'en fout, nous c'est la qualité. Donc ils disent le bas de gamme, qui est aussi l'endroit où on fait le moins de marge. C'est pas grave, on s'en fout. On remonte en qualité. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Les acteurs innovants, donc ce qu'on appelle les mini fours à acier, commencent à gagner en qualité, commencent à devenir un peu plus efficaces, un peu plus intelligents, un peu plus pertinents. Et donc l'acier qui en sort commence à devenir un peu plus qualitatif. Et ils arrivent à faire des produits plus complexes. Que font les acteurs historiques? Pareil, hein, nous c'est la qualité, ils font pas grand-chose. Et en fait, cette histoire, vous savez, c'est un peu Mars Attack, si vous vous souvenez, vous savez, à chaque fois ils reviennent, ils sont dézingués, c'est la même histoire. Ils vont répéter la même mécanique 10 fois, jusqu'au moment où en fait ces nouveaux acteurs qui font de l'acier moins cher vont arriver sur cette dernière catégorie, qui est l'acier le plus complexe à faire, des plaques en acier, ils vont se faire manger. Et aujourd'hui, une acierie traditionnelle, les très gros fours, il n'y en a plus. Je crois qu'il en reste un dans le monde quelque part, mais c'est un marché qui est inexistant. Et en fait, aucun acteur n'a considéré ça comme une menace sérieuse parce que c'était pas de la qualité. Alors le parallèle avec l'IA est absolument criant. Tous les métiers aujourd'hui, toutes les entreprises que je rencontre me disent « Oui, mais on a testé sur ChatGPT, ça marche pas très bien quand même, alors que nous, on a bien compris qu'il fallait faire tel truc en plus, etc. » Certes. Mais ça raconte juste que c'est en train d'arriver. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est la côte au loin et le bateau arrive, c'est certain. Alors, il y a une autre catégorie qui est intéressante aussi, qui est le fait de dire, plutôt que de faire juste moins cher, on va essayer de faire un marché qui n'a pas été attaqué jusque-là, qui est une autre manière d'adresser le sujet. Alors, il y a deux exemples historiques connus, le cirque du soleil, ce qu'on appelle, vous savez, parfois la stratégie océan bleu, si vous en avez entendu parler, qui est le fait de dire, on va faire le cirque, mais ce n'est pas le cirque. On va virer les animaux, on va virer le popcorn, on va mettre un truc joli, une histoire, ça va sentir bon, on va être mieux installé. C'est le cirque, mais c'est plus le cirque. C'est ça une stratégie océan bleu, une stratégie new market, c'est de cibler un public différent. Et du coup, les gens qui vont au cirque ne sont plus les mêmes. Le cirque du soleil n'est pas le cirque du village. Même chose avec Honda, dans les années 70, qui n'arrive pas à pénétrer le marché américain parce que trop de place pris par les gros acteurs des grosses motos, les Harley Davidson, etc. Qu'est-ce qu'ils font? On va faire une petite moto. Un truc qui s'utilise le dimanche pour se balader, faire les courses, etc. On bloque sur l'artère principale, c'est pas grave, on tire à côté. Je vous donne un exemple similaire en IA. Par exemple, vous avez des applications par exemple, vous avez tout ce qui est relooking ou tout ce qui est relatif au conseil en stylisme. Pour la plupart des gens, c'est extrêmement pénible de faire un process complet de relooking ou de stylisme. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. Par contre, vous avez une explosion des applications en ligne d'IA qui vous analysent visuellement pour faire des conseils vestimentaires sur votre tenue, sur votre maquillage, sur n'importe quoi. Et en fait, cette mécanique-là, elle n'est pas juste moins chère, elle est aussi moins complexe, elle est plus facile d'usage. En fait, elle touche un public différent, qui est moins aguerri et qui ne sait pas acheter un styliste parce que c'est un truc un peu bizarre, un peu spécial, etc. Très souvent, l'IA est à la fois low-end et new market. Donc, c'est deux catégories que je vous donne. Le fait de passer par le bas et de passer par le côté, l'IA fait les deux à la fois. C'est pour ça que l'IA, c'est aussi violent d'un point de vue de l'impact marché. C'est parce que ça casse tout par le bas et par le côté à la fois. C'est souvent moins cher et ça élargit le public. Et donc, c'est une disruption souvent à double titre. Ah, une astuce, une grosse astuce. Il y a des gens qui se sont rendus compte que quand on fait de l'IA dans les grosses entreprises en particulier, mais c'est vrai la plupart du temps, il y a une résistance considérable. Je vous l'ai dit, hein, on essaie de mettre en place des choses nouvelles qui changent le modèle économique même de l'entreprise. C'est super difficile à accepter pour un comité de direction. Super difficile. Et donc, il y a une astuce. Le gars qui a inventé le terme de disruption s'appelle Christensen. C'est un Américain qui était prof à Harvard, hyper intelligent, brillantissime, j'aime beaucoup. Il est décédé, je crois, il y a une dizaine d'années. Il nous a dit un truc vachement intéressant. Si vous voulez mettre en place de l'IA disruptive, ou même de l'innovation disruptive dans une entreprise, n'essayez pas de la faire au milieu de l'entreprise, faites-le ailleurs. Il nous dit, vous allez faire ce truc-là hyper intéressant, vous allez faire une division, une business unit séparée, autonome, pour faire votre disruption.
tellement autonome qu'elle ne rend pas de compte au core business. C'est-à-dire que ce n'est pas une business unit qui rend des comptes, non. Comptabilité séparée, finances séparées, objectifs séparés, gouvernance séparée, tout séparé. C'est un état dans l'état. Et ça change tout. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que globalement, quand effectivement, cette nouvelle division, elle arrive à être complètement autonome, à prendre sa place et à être vraiment séparée, les chances qu'une disruption, qu'une innovation majeure arrive et soit possible sont considérablement augmentées. Il y a besoin de cette indépendance-là. On ne peut pas penser un business nouveau dans le cadre d'un business actuel qui en plus prend beaucoup de place. Ça ne peut pas marcher. C'est essayer de faire rentrer un carré dans un rond. Mécaniquement, ça ne peut pas marcher. C'est même pas que les gens sont de mauvais esprit ou un peu passéistes. C'est juste que c'est logique. Un système se maintient. C'est son homéostasie. L'entreprise vise à se maintenir dans l'état où elle est. C'est normal. Des entreprises d'ailleurs qui ont réussi des disruptions de manière un peu frontale, comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Fondamentalement, on a le passage à l'open source, par exemple, de Microsoft, où ils sont vraiment allés de manière très frontale, mais bref, c'est difficile pour tout le monde. Vraiment, j'insiste là-dessus, il ne faut pas se flageller quand on est une petite entreprise, une moyenne, une grande, etc. Dans tous les cas, la disruption, l'innovation, c'est difficile, systématiquement. Ça demandera des méthodes spécifiques, un savoir-faire qui est spécifique. Ce n'est pas une espèce de soft skill sur le côté qui apparaîtrait ou disparaîtrait. Non, c'est une compétence fondamentale, c'est un hard skill difficile. 5 points qui sont assez importants pour cette unité séparée, si vous le mettez en place, ce que je vous encourage à faire. Allouer les ressources de manière indépendante. Des indicateurs de performance qui ne soient que pour la nouvelle unité de disruption. Tolérer l'incertitude et l'expérimentation. Pas si facile. C'est dommage, c'est la plus jolie slide. Si vous la mettez sur LinkedIn, il va y avoir des 1 partout, ça va être dégueulasse. C'est un vrai tourment, cette slide. Je vous la renverrai sur LinkedIn. Gardez le leadership engagé des deux côtés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez besoin de leadership, même dans une unité disruptive. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, ça va se faire tout seul, on met des petits gars d'un côté, puis on verra bien. Non, besoin de leadership des deux côtés en même temps. Le dernier point est assez marrant, c'est d'accepter le risque de cannibalisation. Imaginez la situation. Vous avez une boîte qui marche très bien, vous créez une unité disruptive, oups, ça commence à marcher, j'ai 2-3 clients qui commencent à partir vers la nouvelle unité au lieu de l'ancienne. Puis le mois prochain, c'est 2 fois plus, puis c'est 15, puis 50, puis 200. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, c'est ça la cannibalisation. Et en fait, c'est une conséquence normale, juste, positive, du fait d'avoir une disruption qui fonctionne. Je vous donne une autre clé. C'est une clé que peu d'entrepreneurs connaissent et qui déverrouille beaucoup de portes. Quand on essaie de comprendre vers où un marché bouge, quand on essaie de comprendre où ces disruptions se font, vous savez, low-end, new market, donc soit ces disruptions par le bas ou par le côté, dans tous les cas, il faut se poser la question de savoir où le marché va aller. Où est-ce que ces innovations, ces disruptions vont se faire? Un des enjeux, c'est d'essayer de choper ce qu'on appelle des jobs to be done. Le job to be done, c'est un concept assez intéressant qui consiste à dire qu'en fait, quand les gens achètent un produit, un service, ils le font pour certes certaines raisons, mais ils le font aussi pour des raisons profondes. Je donne un exemple. Si vous voulez, si on prend le cas de Disneyland Paris, pourquoi est-ce que Disneyland Paris existe? Est-ce que le job to be done, on pourrait se dire par exemple simplement, le job to be done de Disneyland Paris, c'est de faire des attractions ou de manger des bretzels avec Mickey? Ça peut tout à fait. Je peux vous dire, je vais à Disneyland Paris parce que j'ai envie de manger des bretzels avec Mickey, c'est entendable. Mais on va aller chercher le job to be done profond. C'est vraiment la raison profonde pour laquelle les gens y vont. Et un job to be done pour Disneyland Paris, par exemple, c'est passer un week-end inoubliable en famille. Vous aurez les photos chez vous, vous en souviendrez toute votre vie, et vous et vos enfants, ce sera un souvenir, vous en reparlerez encore dans 20 ou 30 ans. Ça, c'est un job to be done. Et tout d'un coup, vous comprenez mieux où sont les véritables moteurs d'action. Je donne un autre exemple. À un moment donné, McDonald's se dit on veut vendre plus de milkshakes. Qu'est-ce que fait McDonald's? Ils appellent McKinsey. Génial, trop bien. Donc ils arrivent en mode consultant, ils prennent tous les gens qui achètent des milkshakes chez McDo, ils en prennent une centaine, ils leur disent qu'est-ce que vous aimeriez, cher public? Et alors ils disent on veut plus sain, donc on aimerait bien un goût à la pastèque ou un truc comme ça, plus grand, et on aimerait bien des goûts plus variés. Donc ils commencent à sortir un goût machin truc, etc. Impact. Non, ça ne marche pas. Il ne se passe rien, l'impact est globalement inexistant. Une idée parmi vous d'une alternative, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux que ça?
Vous êtes McDo, vous voulez vendre plus de milkshakes. On a fait ce que les gens nous ont demandé, on n'en vend pas plus. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Les toppings, oui, mais les gens ne l'ont pas demandé. Vous pouvez tout essayer au hasard. C'est aussi une approche. Ça va coûter un peu cher, mais c'est possible. Vous pouvez tout essayer. Comment? OK. C'est une idée. Oui? Pardon? OK, c'est une idée aussi. Alors, ce qui va se passer à cet endroit-là, c'est que McDo est un peu paumé. Ils appellent Clayton Christensen, vous savez, notre monsieur innovation, notre monsieur disruption. Et en fait, il fait un truc hyper intéressant. Il se met à la sortie des McDo, et chaque fois que quelqu'un sort avec un milkshake, il dit « Attendez, vous faites quoi là? Vous allez où? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Pas du tout demander son avis à l'acheteur du milkshake, ce n'est pas l'intérêt. Il lui demande « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Il se rend compte d'un truc fascinant. Les gens qui achètent un milkshake au McDo, c'est parce que le matin, alors c'est aux US, hein, ils ont 1 à 2 heures de transport, et donc ils vont avoir une main sur le volant, ils n'ont rien à faire de la main droite, ils s'ennuient parce qu'il y a des bouchons, ça va être long, ça va être chiant. Ils ont des réunions jusqu'à 13 heures, et donc le milkshake, en fait, c'est un truc ultra plâtreux, ultra épais, qui passe par une toute petite paille, donc vous pouvez le siroter pendant des heures, littéralement, vous avez un truc comme ça, vous allez le siroter pendant 1 heure et demie à votre volant, c'est génial, et ça va vous bloquer le ventre, c'est du plâtre, littéralement, quoi. Ça va, vous n'aurez plus faim jusqu'à 13 heures. Et en fait, c'était ça, le job to be done, profond du milkshake chez McDo. C'était de ne plus avoir faim jusqu'à 13 heures et de s'occuper pendant qu'on conduit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fast lane, c'est-à-dire tout simplement un endroit où on arrive avec la carte bleue, on fait clac, on prend le milkshake et on repart. Et là, augmentation des ventes immédiate. C'est ça un job to be done. C'est le besoin profond, c'est la raison profonde pour laquelle quelqu'un achète quelque chose. Et du coup, le milkshake du McDo n'était pas du tout en concurrence avec le milkshake du Starbucks ou quoi. On s'en fout. Le vrai concurrent du McDo, c'était le Mars dans la voiture, la radio, le podcast. C'était ça les vrais concurrents. Et quand vous comprenez vos vrais concurrents, vous comprenez où va le marché et de quelle manière l'IA va venir se positionner. C'est pour ça que c'est absolument indispensable. Ceux qui comprennent les jobs to be done sont capables de comprendre dans quel sens l'industrie va. Quand on a un expert comptable, ce n'est pas pour avoir un bilan. On est obligé d'avoir un bilan, c'est une nécessité. Mais quel est le job to be done profond? Est-ce que c'est être en conformité réglementaire pour le prix le plus faible? Est-ce que c'est éviter d'avoir des problèmes avec la justice? Est-ce que c'est parce qu'on a un gros tas de factures qu'on ne veut pas gérer soi-même? Est-ce que c'est parce qu'on a une situation patrimoniale complexe? C'est ça, la vraie question. Et c'est ça qui va déterminer la place de l'IA dans l'expert comptable. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble un diagnostic IA. Voilà. À quoi ça ressemble quand on passe quelques jours avec nous pour avoir un petit peu un bilan et une première idée de par où se lancer. Alors d'abord, il faut savoir, je pense que c'est important pour vous de le savoir, que la BPI stimule l'innovation en France, et en particulier l'IA, à travers un programme qui s'appelle IA Booster. Il y a quelques subventions, c'est plutôt intéressant. Et le diagnostic IA, effectivement, ça fait partie des offres du programme BPI. C'est une mission de 13 000 € qui actuellement est subventionnée à 42%. Voilà. Ça bouge, donc si vous voulez un diagnostic, bougez-vous, parce que les subventions descendent un petit peu en ce moment, mais ça marche très très bien, les sociétés sont très contentes, et je crois qu'on est, je ne sais plus à combien on est exactement en termes de sociétés accompagnées au niveau du programme global, mais on se rapproche du millier, je crois. Et donc on va identifier toutes ces possibilités. Vraiment, on va faire un tas, en parlant avec les gens. Donc on va parler avec les directeurs, on va parler avec des personnes qui sont sur le terrain, et on va parler avec les managers. Donc en fait, on va parler un petit peu avec tous les étages, mais en partant plutôt du haut, parce qu'on va se brancher sur les enjeux stratégiques. On va commencer à prioriser quelques cas, et on va essayer de trouver par où démarrer de la manière la plus intelligente possible pour naturellement mettre en confiance l'entreprise. Donc mettre en confiance, souvent, c'est démarrer par un quick win, genre quelque chose où on est sûr que ça va marcher, c'est pas très long, et on prépare doucement des projets de plus en plus stratégiques. Des projets stratégiques étant d'ailleurs souvent des projets un peu de disruption. Alors, juste pour vous donner un exemple de quoi ça peut ressembler un diagnostic qu'il y a, voilà, ça va être par exemple, on va retrouver des listes d'usage, des cas d'usage, des manières effectivement d'apporter de la valeur. Donc on va en trouver par métier, par équipe, etc. On va essayer de voir un petit peu pourquoi on peut y aller, quel retour sur investissement on va trouver. On va essayer aussi de voir comment on peut s'y prendre. Le comment, c'est aussi pour nous, c'est pour vous, mais c'est aussi pour nous parce que ça permet aussi de se projeter sur une mise en exécution qu'on va vous conseiller ensuite. De temps en temps, on a plusieurs cas d'usage qui vont en fait donner lieu à un seul chantier, parce qu'on va trouver un moyen, tout simplement avec un seul chantier, de répondre à plusieurs besoins. Ça arrive souvent, hein. De temps en temps, vous avez 4 ou 5 équipes qui ont un même besoin partagé, et on fait un seul chantier pour les 4-5 équipes. Tout le monde est content, super. Et on priorise.
Alors la priorisation, d'ailleurs, vous allez le voir, elle se fait en vrai avec les équipes, mais c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on essaie effectivement de se focaliser sur deux angles. Un, quel est le retour sur investissement que ça apporte, ce qu'on appelle aussi l'impact, et deux, tout ce qui est tout simplement de l'ordre du coût, quoi. Et quel coût réel on a à la mise en place. Question pour vous, quand on parle de ROI ou de gain, à votre avis, de quoi parle-t-on? On peut certes parler de gains financiers, si on gagne plus d'argent, mais ce n'est pas le seul ROI. Est-ce que vous avez une idée d'autres formes de ROI qu'on peut avoir en IA? Oui? Le temps, super, excellent. On a l'argent, on a le temps. La qualité, j'ai entendu, super. Pardon? Je vous entends pas. Le confort, super. Et alors, vous arrivez sur le point qui, bizarrement, est en fait peut-être le premier. Le premier retour sur investissement, le plus demandé dans les cas d'usage sur l'IA, c'est la qualité de vie au travail. Aussi étonnant que ça puisse paraître. L'endroit où les entreprises mettent le plus d'argent le plus rapidement, ce sont sur les tâches et les actions qui sont désagréables, pénibles à traiter. Je vous donne un exemple. Vous savez, on parle souvent de relations clients automatisées. On sait aujourd'hui que les coups de fil, les mails, etc., tout ça, tout ce qui est support, ça se traite mieux avec de l'IA. Est-ce que vous saviez que les centres de relations clients, c'est aussi un des endroits dans lesquels c'est le plus difficile de recruter et de retenir les talents? C'est extrêmement difficile. La plupart des centres de relations clients externalisés gardent en moyenne les profils qui font le support 4 à 6 mois. Personne ne veut faire ces boulots-là. Et en fait, quand vous avez des boulots que personne ne veut faire, ils sont mal faits, vous avez un turnover considérable et vous avez une société qui est instable. Alors, ça marche sur des métiers qui sont pas forcément les mieux rémunérés, mais ça marche aussi sur des métiers extrêmement bien rémunérés, curieusement. Une des premières sociétés avec lesquelles j'ai bossé, grosse boîte d'assurance, conformité Sapin 2, donc enjeu de conformité, pas de bol, ce sont des consultants payés 1 500 € à la journée qui font des copier-coller de recherche Google dans des PDF et qui envoient le truc à la fin de la journée. Tout le monde déteste faire ça, il reste en moyenne 3 mois. Turnover régulier, ils n'arrivent pas à trouver les personnes, grosse difficulté. Le fait de ne pas vouloir faire un boulot, ça existe aussi, même quand on est très bien payé. Et en fait, bizarrement, première raison pour laquelle on est appelé, personne ne veut faire ce boulot-là. Ça vient avant même la question de l'argent ou du temps, ou de la qualité. Alors, une fois qu'on a trouvé tous ces cas d'usage, en vrai, on travaille avec l'entreprise, on a plein de trucs d'ateliers. Donc, vous savez, c'est un peu comme les ateliers avec des post-it, des petits guillemets, tout ça, enfin, des petites gommettes, pardon, on va en mettre partout, et puis on va essayer de se concentrer ensemble sur ce qui apporte le plus de valeur à court terme. Et en fait, c'est une préparation, c'est aussi un peu un prétexte pour préparer le fait d'avoir ensemble un plan d'action. Et le plan d'action va avoir des étapes successives. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Le point le plus important, c'est qu'à la fin, dans notre diagnostic, globalement, vous devez sortir avec 2-3 grands chantiers, le plus simple, le plus activable possible, et avec une mécanique qui vous permet de vous projeter, de dire voilà, ça va coûter à peu près tant, ça va avoir à peu près telle tête, et voilà comment mitiger les risques et maximiser le résultat que vous allez en obtenir. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait un diagnostic? C'est sympa un diagnostic, mais une fois qu'on est passé devant Dr House, il faut bien que quelque chose se passe après, sinon ce n'est pas très intéressant en soi. Il y a 3 suites possibles. La première, vous voyez, ils sont situés on va dire, du moins complexe au plus complexe. Le premier, c'est de dire en fait, il y a beaucoup de cas d'usage où si vous mettez un expert GPT, c'est-à-dire quelqu'un qui sait bien utiliser toutes les IA génératives dans les équipes et que vous les faites parler avec les membres individuellement, donc avec les collaborateurs, la magie se produit. Et donc là, tout d'un coup, il se passe plein de choses. Ils apprennent à mieux se servir des LLM, ils s'en servent différemment, ils les exploitent mieux. Et il y a plein de choses qui se passent. Mesurable, mesuré, efficace, simple. Deuxième option, on a des solutions IA disponibles sur le marché qui répondent à nos besoins. Donc on va absolument faire ça en priorité, on n'invente rien par défaut. Et donc là, on va faire une mécanique de déploiement, tout simplement, avec tout ce que ça implique. Troisième option, si les solutions ne sont pas disponibles dans le marché, on va aller les produire. Et donc là, on va impliquer des équipes de développement. Et alors, évidemment, comme d'habitude, on va faire le moins possible. Donc, on va développer juste ce qui manque. On va s'appuyer sur toutes les technologies disponibles, que ce soit les technologies open source, les frameworks, enfin, tous les morceaux de briques technologiques qui sont disponibles sur le marché. On va les réutiliser, mais on va les spécialiser pour le client. Je vous donne un exemple. En ce moment, par exemple, j'ai un client qui est dans le bâtiment
et on fait un bout de machine learning spécialisé pour pouvoir compter le nombre de signes. Vous savez, vous avez un plan d'un bâtiment, vous avez un signe qui représente par exemple les néons ou le nombre d'arrivées d'eau. Et en fait, il faut savoir que le compter, il se trompe une fois sur deux parce qu'il y en a 80 à compter, et c'est long, c'est pénible, c'est répétitif. Faire une IA qui compte les signes, c'est un petit peu de spécialisation de modèles existants. Voilà. Ça, c'est un exemple de développement sur mesure. Vous voyez, ça peut être aussi des choses qui sont à la fois sur mesure et pas forcément si complexes. Le développement sur mesure, on va se l'autoriser surtout quand c'est le cœur de métier. Là, c'est une société qui fait ça toute la journée. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire un peu de développement spécifique? Oui, évidemment. Il me reste quelques minutes pour des questions, si vous le souhaitez. En tout cas, simplement pour vous donner un petit mot de la fin en une phrase, sachez que mettre en place de l'IA, c'est facile pour personne. Que toutes les boîtes avec lesquelles je travaille se posent des questions complexes sur la manière dont il faut penser l'implémentation, il faut parler aux collaborateurs, par où on démarre, par le haut, par le bas, etc. C'est ni une honte, ni une anomalie d'être en pénibilité là-dessus. C'est un phénomène qui bouge extrêmement vite et qui va bouger de plus en plus vite. Non seulement c'est une bonne idée de se former, de se faire accompagner, mais en plus, il faut considérer que c'est un projet stratégique de premier plan. Ça ne peut pas être juste une question d'équipement ou de logistique. Merci beaucoup pour votre écoute.